c'est Antoine Chéguide qui nous parlera de tout son cœur, parce qu'il est cardiologue. Il parlera de tout son cœur de la situation au Liban et en Syrie. Voilà. Merci mon père, merci à vous tous d'être là. Mais en fait, c'est Jean qui a parlé avec tout son cœur, et moi je vais parler avec ma raison, avec la raison un peu, pour faire un petit état des lieux de ce qui se passe dans la région, et un rappel historique, un peu de géopolitique, peut-être ça vous intéresse aussi, Ah oui, oui. puisque Jean a parlé sur les réfugiés, sur la situation humanitaire catastrophique, mais tout ça, derrière tout ça, il y a quand même des intérêts de certains pays qui font soutenir le terrorisme et les islamistes. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Dans les années 70, le monde arabo-musulman est divisé en monde chiite, sunnite et chrétien. En 1979, en Iran, il y a le Shah qui règne. Et d'un coup, on voit une révolution islamique qui amène au pouvoir des mollahs et des chiites. Cette révolution a été aidée par l'Occident. Et donc l'Occident qui soutenait le Shah l'a lâché du jour au lendemain. Et donc les mollahs se sont emparés du pouvoir en 1979 pour créer un État islamique chiite, avec comme une arrière-pensée entraîner un conflit les sunnites et les chiites. Et ça s'est rapidement reproduit avec la première guerre du Golfe entre l'Iran, pas la première guerre du Golfe, mais avec la guerre entre l'Iran et l'Irak, qui a duré de 82 jusqu'à 88. Et il y avait deux mondes, sunnites chiites, qui s'opposent dans cette région. Après, dans les années 90, il y a la première guerre du Golfe. On fait croire à Saddam Hussein qu'il a la possibilité d'occuper le Koweït, donc il rentre avec son armée et une coalition internationale se forme rapidement et le fait sortir, et un embargo commence sur l'Irak, et donc c'est à partir de là que la présence des chrétiens en Irak commence à diminuer. Donc à partir des années 90, début des années 90, la première guerre du Golfe, jusqu'à la deuxième guerre du Golfe en 2003, après le 11 septembre, où les États-Unis et la Grande-Bretagne affirment qu'une fois qu'ils ont envahi l'Afghanistan pour combattre les talibans, ils affirmaient que l'Irak détenait des armes de destruction massive et qu'il fallait en finir avec le régime dictatorial de Saddam Hussein. Et donc on envahit l'Irak et la deuxième guerre du Golfe, et les chrétiens subissent les effets de cette guerre et leur nombre diminue progressivement. Je vous raconte tout ça pour arriver aux printemps arabes. Vous avez tous suivi et entendu parler récemment depuis 2011. Ça commence en Tunisie. Donc, une révolte populaire, très bien, contre un dictateur, chute du dictateur et ramène au pouvoir des islamistes. Donc en Tunisie, on voit que les droits de l'homme reculent. Cette révolte populaire
propagé un peu dans la région. La Libye, la Libye, ils veulent plus de liberté. Kadhafi menace de massacrer tout le monde. Et donc l'Occident décide d'en finir avec ce régime totalitaire et Kadhafi est évincé par la force, mais sans réfléchir vraiment à ce qu'il peut y avoir après. Et ce qu'on voit maintenant, donc, c'est un terreau fertile pour fabriquer des terroristes aux portes de l'Europe. Ensuite, c'est l'Égypte. Donc l'Égypte, première révolution, je vais rapidement parler, les gens connaissent ça très très bien. Les frères musulmans qui s'emparent du pouvoir, chute de Moubarak. Les frères musulmans s'emparent du pouvoir, c'est Mohamed Morsi qui est élu président, avec la fraude, je pense. Et pendant un an, le monde entier traite avec lui, l'Occident également, et les frères musulmans commettent, sous la présidence de Morsi, des atrocités vis-à-vis des chrétiens en Égypte. Et donc c'est là où les filles sont volées, sont violées, sont mariées de force, et les églises sont ravagées et détruites par les frères musulmans. Et donc heureusement que le peuple égyptien fait une contre-révolution. Morsi est évincé du pouvoir et Al-Sisi, un régime militaire, prend le pouvoir pour rétablir de l'ordre. Et la première chose qu'il fait, n'est pas la dernière, il va visiter le patriarche, le pape Théodore II, que c'était une première dans l'histoire qu'un président vient rendre visite à Noël chez le pape copte. Donc l'Égypte a échappé au pire. Ensuite, c'était le tour de la Syrie. L'Irak, on a dit que ça a commencé en 2003 et que c'était un bordel, excusez-moi du terme, mais c'était le chaos total. Donc la Syrie, en 2011, ça commence par une révolte populaire justifiée. Le peuple syrien demande plus de liberté, plus de démocratie. Il y a des manifestations. Le président syrien promet des réformes, mais ces manifestations initialement pacifiques se transforment en confrontation armée, puisque ces manifestants commencent à se procurer des armes. Il y a des forces dans la région qui leur fournissent les armes et l'argent, donc ils sont financés et armés, et ils commencent à lutter contre le régime en Syrie d'une façon violente, en attaquant les forces de l'ordre, et une sorte de guerre civile commence. Mais cette guerre civile, avec le témoignage des Syriens, est rapidement transformée en guerre des étrangers sur le sol syrien, avec la présence de à peu près 15 à 20 000 combattants non syriens qui sont venus du monde entier, 85 nationalités, et même on dénombre 1 millier de Français qui combattaient à un moment ou à un autre en Syrie. Il y a eu les Tchétchènes, les gens du Caucase, mais du monde entier qui sont venus faire le djihad en Syrie. Et donc ce n'était plus une révolte populaire, mais plutôt une guerre des Occidentaux sur le sol syrien, avec un but d'évincer ou de faire chuter le pouvoir et le régime en place. Donc tout ça n'était pas favorable à la présence des chrétiens dans ces régions, et l'extrémisme nourri chez les salafistes, chez les musulmans qui sont éduqués par l'école wahhabite, on va dire les choses, qui est soutenue par l'Arabie saoudite, ont commencé à persécuter et à massacrer les
chrétiens en Irak et en Syrie. Avec l'affaiblissement des régimes, ces populations ne sont plus protégées. Les régimes ne peuvent plus protéger les chrétiens qui vivaient normalement, ils avaient la liberté de pratiquer sa foi sans aucun problème, alors que maintenant tout change avec ces extrémistes. Pourquoi cette guerre mondiale contre le régime? Il y a des enjeux économiques et surtout énergétiques, parce que le Qatar voulait que la Syrie signe un contrat avec le Qatar, la Turquie et l'Europe pour faire acheminer le gaz qatari via l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie, la Turquie vers l'Europe. Comme ça, l'Europe il a son gaz et qui devient indépendant du gaz russe duquel il est actuellement dépendant. Et donc le régime syrien a refusé cette proposition, c'était vers 2010, et a signé quelques mois plus tard une autre proposition qui est l'Islamic Pipeline. C'est l'Iran qui achemine son gaz naturel vers la Syrie, vers le port de Tartous en Latakié au large de la Syrie, donc sur la Méditerranée, et ensuite le gaz est transporté vers l'Europe. Et donc, du coup, on comprend un petit peu les enjeux géostratégiques, pourquoi le monde entier veut faire tomber ce régime syrien. Pourquoi je dis ça? Parce que la présence des chrétiens dans cette région, qui est le berceau de chrétienté, était initialement protégée par les régimes qui étaient en place, même si c'était des régimes dictatoriaux et qui n'ont rien à voir avec la démocratie concrète. Je ne vais pas rappeler les chiffres comme en Irak, c'est partout. Claude avait montré en Terre Sainte combien il y avait de chrétiens, en Irak, en Syrie c'est pareil. En Syrie, ils étaient 20% de chrétiens dans les années 80. Il ne reste que 20%, c'était 20 millions à peu près. Il ne reste que 500 000 chrétiens en Syrie. Donc tout ça a entraîné un déplacement majeur de la population irakienne et syrienne vers les pays avoisinants et surtout vers le Liban et la Jordanie. Et donc la situation au Liban actuellement est catastrophique. Il y a plusieurs défis et plusieurs dangers qui sont présents actuellement. Le premier et qui est l'essentiel, c'est les réfugiés syriens. Le Liban, la population libanaise compte 4 millions de personnes et on a accueilli sur les 2 dernières années 1 600 000 réfugiés. 1 600 000, plus les 500 000 réfugiés palestiniens qui sont au Liban depuis les années 70. Donc on a 2 millions de réfugiés sur 4 millions d'habitants, donc ça fait 50% de la population libanaise. Donc les écoles sont saturées, les hôpitaux sont saturés, les routes sont saturées, donc le pays et l'État n'arrivent pas à faire face à ce fardeau économique important. En plus de ça, les naissances, quand on compare les naissances parmi les Syriens et parmi les Libanais, l'année dernière, il y avait 70 naissances chez les Syriens, il y avait 50 naissances chez les Libanais. Donc le taux de croissance, le taux de natalité plutôt chez les réfugiés, il est supérieur au taux de natalité au Liban. Donc le Liban, qu'on connaît maintenant, qui est la mosaïque de toutes les confessions et toutes les religions qui vivent ensemble en harmonie, risque d'exploser démographiquement si rien n'est fait pour régler le problème des réfugiés. Il faut savoir